Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc, les formations du Moniteur, comme on peut le voir sur la slide qui suit, ce sont 5000 stagiaires formés chaque année. 250 programmes de formation et plus de 1000 sessions organisées partout en France, dans les dom-toms, et puis des sessions en présentiel, mais aussi à distance, soit sur des formats hybrides, soit des classes virtuelles. Donc voilà, vous avez le choix. Et nous avons une large gamme sur diverses thématiques. Donc là, vous avez notre catalogue formation 2023 qui, bien évidemment, est encore d'actualité. Mais voilà, toutes les dates 2024 sont sorties donc sur un catalogue 100% dématérialisé que vous aurez très prochainement. Et donc voilà, les thématiques, vous les connaissez sans doute, mais on les rappelle ici. La réglementation de la construction et les techniques de construction, bien évidemment. La conduite de chantier, les travaux publics, la performance énergétique, très importante depuis maintenant quelques années et qui continue à se complexifier. Mais voilà, toutes nos formations sont bien à jour de l'ensemble des réglementations autour de ce sujet. Et puis enfin, on peut encore citer l'urbanisme ou l'immobilier et le logement social. Et donc, je le disais, nous avons des cursus, donc des formations sur plusieurs jours, pas forcément agréées, mais avec des distances entre les différents jours de diffusion. Et ces cursus, nous en avons depuis cette année 3 qui sont éligibles au CPF, sujet qui va nous intéresser ce matin, et plus particulièrement le CPF co-construit. Donc, vous le savez, la loi de finances 2003 avait instauré un reste à charge pour les salariés qui souhaitaient mobiliser leur CPF pour financer leur formation, ou un bilan de compétences, ou une VAE. Et ce reste à charge a été remis en cause, si je puis dire, la semaine dernière suite à l'annonce du ministre. Mais il n'empêche que, voilà, quelles que soient les échéances, les entreprises peuvent engager des actions proactives pour compléter les financements du compte personnel de formation de leurs collaborateurs. Mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est peu pris en main par les employeurs. Alors pourquoi ? C'est ce que nous allons aborder ce matin avec donc Christophe Gay, qui est le fondateur et le dirigeant d'Altus Conseil et qui est un expert de la formation professionnelle. Donc, on est ravis de l'accueillir. Je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas de votre côté à poser vos questions tout au long du webinaire grâce au petit module point d'interrogation que vous devez avoir à l'écran et je les lui relayerai en fin d'intervention. Et puis, vous aurez à l'issue de ce webinaire un petit questionnaire de satisfaction. Je vous remercie de bien vouloir prendre quelques minutes pour le remplir. Cela nous permet de nous améliorer webinaire après webinaire et d'être à l'écoute de vos suggestions. Je vous laisse la parole, Monsieur Gay. Merci beaucoup. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Altus Conseil, c'est un organisme qui accompagne les organismes de formation et les structures sur la création de certifications, mais aussi sur le déploiement et la stratégie de déploiement du CPF. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit point sur le CPF. Où en sommes-nous ? L'état des lieux. Donc aujourd'hui, on a quand même plus de 4 300 000 dossiers qui ont été acceptés par la Caisse des dépôts, ce qui représente 5 milliards 700 millions de dépenses. On est quand même sur des sommes relativement élevées. Et le montant moyen des achats depuis la création du CPF, c'est un peu plus de 1 300 euros. En ce qui concerne les usagers, on a plutôt des usagers actifs et plutôt jeunes, puisque seulement 1 sur 5 a plus de 50 ans. Par contre, 7 sur 10 sont des ouvriers ou des employés, ce qui est plutôt positif par rapport à l'esprit de la loi quand elle a été créée en 2018, qui était quand même de créer un droit individuel pour se former, développer ses compétences, mais favoriser aussi les plus bas niveaux de qualification. Et puis, en termes de parité, un stagiaire sur deux
est une femme, donc on a vraiment une parité homme-femme. En ce qui concerne les bénéficiaires sur le secteur privé, puisque vous savez qu'entre le privé et le public, il y a une différence de traitement sur le CPF, on a des compteurs qui sont alimentés en moyenne à 1 800 €, ce qui permet quand même maintenant d'avoir un accès à des formations significatifs et d'être en mesure pour chaque bénéficiaire d'avoir une vraie stratégie et un vrai développement des compétences via le CPF. Presque 39 millions de titulaires du compte, ce qui laisse un potentiel très important, donc actif et privé et public, pardon. Ce qui concerne l'application, on est à 10% qui ont chargé l'application, un peu plus de 10%, avec 4,2 millions. Et puis, pour le public, les compteurs sont alimentés à presque 100 heures, 97,30 heures pour les salariés du secteur public. Le catalogue, sur ce catalogue, on a 16 000 organismes, un peu plus de 16 000 organismes de formation qui ont proposé des actions de formation. Presque 220 000 formations différentes qui font toutes référence, ou presque d'ailleurs, à une certification, et on a 3 150 certifications avec un prix moyen de 2 100 € de la certification, de la formation proposée. Donc on le voit, hein, on a un dispositif avec les montants engagés, avec les volumes qui ont été payés, avec le nombre de bénéficiaires et le nombre de formations proposées. On a un dispositif qui fonctionne, qui touche un nombre de personnes importantes et qui a une offre de formation significative. Alors, en complément de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un portail dédié aux financeurs. Sur ce portail dédié aux financeurs, les financeurs de la formation professionnelle peuvent compléter les droits des usagers. Et en gros, qu'est-ce qu'on a comme financeurs identifiés? Les deux gros financeurs identifiés sont Pôle emploi et les employeurs. Pôle emploi a abondé sur 185 000 demandes. Vous savez que Pôle emploi favorise pour les demandeurs d'emploi, lorsqu'il y a des projets d'action de formation, il favorise l'utilisation, ou il favorise très fortement, on va dire, l'utilisation des ressources du CPF, du demandeur d'emploi. Et donc, les actions de formation commencent par l'utilisation du CPF et Pôle emploi abonde avec la FPR. 134 millions financés quand même sur l'abondement de Pôle emploi. Et au niveau des employeurs, alors on le voit, oui. 8 900 employeurs seulement ont une stratégie d'abondement et ont mis en œuvre concrètement l'abondement de leurs salariés. Ça représente 190 millions d'euros et on a en potentiel bénéficiaire, parce que l'abondement, c'est une chose, mais l'utilisation, c'en est une autre. Plus de 70 000 collaborateurs, salariés. Donc, on voit que on a un dispositif qui existe, une plateforme qui a été mise en place, mais derrière, une utilisation par les employeurs qui est encore assez faible et pas forcément très déployée. En ce qui concerne les actions de formation les plus utilisées, alors pas forcément sur du cofinancement en général, hein, sur le CPF, on a la formation au permis de conduire qui est extrêmement utilisée. Alors je vous rappelle qu'on a un certain nombre d'actions de formation qui sont éligibles de droit sans lien avec un dossier déposé ni au RNCP ni au répertoire spécifique, et notamment le permis de conduire, la création, reprise d'entreprise, qui sont éligibles de droit et qui sont des dispositifs qui sont très utilisés. Puis en troisième position, on a les formations linguistiques qui arrivent, et notamment l'anglais, qui est l'action de formation la plus utilisée au titre du compte personnel de formation, et puis le bilan de compétences en quatrième position.
Et là aussi, le bilan de compétences est éligible de droit au financement du CPF. Alors, les évolutions. Ce qu'on a vu, c'est quand même que l'État a mis en place un dispositif significatif pour lutter contre la fraude. On a tous été appelés, harcelés au téléphone, par mail, par SMS, par des organisations peu scrupuleuses qui avaient pour objectif de récupérer les fonds du CPF de façon frauduleuse. Donc, la mise en place avec France Connect de l'identité numérique, qui a été un signal fort. Alors, ça a complexifié un petit peu l'accès au CPF, mais ça a été vraiment un signal fort pour les prestataires, et notamment ces gens peu scrupuleux, que la fête était finie et ils ont disparu ou quasiment disparu du paysage de la formation. Vous les retrouvez aujourd'hui, vous êtes appelés sur les pompes à chaleur. Les mêmes qui vous vendent du CPF vendent aujourd'hui des pompes à chaleur. Donc attention, prudence par rapport à ces sujets-là. Et puis en parallèle, Pôle emploi, France Compétences a mis en place un dispositif de contrôle de l'offre de formation sur la plateforme Mon Compte Formation. Et notamment, ils ont contrôlé 100% des actions de formation qui étaient présentées sous la bannière création reprise d'entreprise. Et un nombre significatif d'organismes ont été déréférencés et l'offre a été supprimée. Et puis dans la suite de ça, un certain nombre de démarches aussi ont été mises en œuvre jusqu'à démarches judiciaires et les premières condamnations sont arrivées sur les gens qui abusaient volontairement du CPF. Ça a généré quoi? Une baisse de la dépense. On a quand même un déficit cumulé de 11 milliards d'euros depuis 2020. Et puis, on a 60% des dossiers en moins depuis la mise en place de l'identité numérique. Donc, vraiment, l'identité numérique, elle a freiné la connexion et l'utilisation de formations autres que sur un projet professionnel. Alors, en 2023, on a un décret qui est sorti et qui a instauré un reste à charge et qui disait en gros, le reste à charge sera généralisé. On n'en connaît pas le montant, mais il ne sera pas pour les demandeurs d'emploi et il ne sera pas mis en œuvre aussi dans le cadre d'un projet co-construit avec l'employeur. Et puis le 21 septembre, donc c'est tout frais, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré qu'il était urgent de ne pas se hâter et qu'en gros, il ne serait pas mis en place sur 2024 parce que les dépenses avaient diminué de 400 millions en 2022 et que, enfin, elles étaient inférieures au budget défini par France Compétences de 400 millions. Donc, en gros, on avait des ressources et il n'était pas nécessaire de freiner plus fort, puisque l'objectif quand même du reste à charge initialement était de réduire les dépenses et de rester dans le budget. Et donc ça ne sera pas mis en place pour 2024, et puis on verra sur les années suivantes, parce que c'est l'impact du budget qui définira si le gouvernement remet en place le reste à charge ou pas, sachant que le décret est voté, il ne reste plus qu'à promulguer un décret d'application. Alors concrètement, à quoi sert le co-construit et quel est l'avantage du co-construit? Ce qu'il faut, c'est que le co-construit, il ait un double avantage, un avantage pour le collaborateur et un avantage pour l'entreprise. Ça, c'est quand même la base de la co-construction. Pour le collaborateur, il va lui permettre une stratégie individuelle de formation qui va aller au-delà de ce qu'il aurait pu faire avec ses 1 800 € de moyenne qu'on a vu tout à l'heure sur les comptes personnels de formation. Il va réduire son effort financier ou il va compenser le manque ou le reste à charge qu'il aurait eu à payer, lui.
Il aura un projet accompagné par l'entreprise, donc ça va le sécuriser. Aujourd'hui, on a une offre très importante. Qu'est-ce que je choisis comme offre, comme organisme de formation, comme modalité pédagogique? Comment je les organise? Si je ne suis pas sur du co-construit, le temps que je vais passer sera obligatoirement hors temps de travail. Donc ça signifie un investissement plus fort de ma part, de la part du collaborateur. Et puis, ça va lui permettre de développer ses compétences ou de maintenir ou de développer son employabilité. Donc, il a un intérêt court terme à développer des compétences, mais aussi un intérêt moyen à long terme dans une stratégie de parcours professionnel. Et puis, pour l'entreprise, c'est quand même de disposer de financements complémentaires, parce qu'aujourd'hui, les entreprises de plus de 50 salariés n'ont plus de financement OPCO sur le plan de développement des compétences. Ils peuvent en avoir sur l'apprentissage, mais pas sur le plan de développement des compétences. Ça signifie qu'on va définir une stratégie avec des actions prioritaires sur le co-construit. Quelles sont les actions sur lesquelles l'employeur va s'engager en collaboration avec les salariés sur des actions de formation et sur la mobilisation des fonds du salarié. Donc, on voit bien que lorsqu'il s'agit de définir des actions prioritaires, il faut que ces actions prioritaires, elles aient un intérêt pour le collaborateur. Ça permet aussi à l'entreprise de compléter son catalogue de plans de développement des compétences. C'est une offre qui permet aussi de fidéliser les collaborateurs. On le sait aujourd'hui, on a du turnover et la fidélisation des collaborateurs devient un sujet significatif. Si l'entreprise a une offre de formation plus large, y compris sur du co-construit, et permet l'accès à l'attractivité de l'entreprise. Et puis aussi, ça rentre lorsque je signe un accord d'entreprise et que on a de la co-construction et du cofinancement sur du CPF. Les actions de formation réalisées rentrent dans mon bilan à 6 ans dans le cadre des entretiens professionnels et peuvent justifier d'un investissement formation. On le sait, les entreprises ont une obligation de former leurs collaborateurs au moins une fois tous les 6 ans sur des formations non obligatoires dans le cadre de l'exercice du métier. Donc cette stratégie permet aussi de réduire les risques sur l'abondement obligatoire de l'entretien professionnel. Alors concrètement, si je veux mettre en place du co-construit, ça veut dire que je vais mettre en place un abondement, une dotation. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une dotation? C'est un versement qui est fait par l'employeur sur le compte personnel formation des salariés en complément du droit qui sont acquis de façon classique. Les dotations, elles sont attribuées à chacun des bénéficiaires qui peuvent les mobiliser via la plateforme Mon compte formation. Et puis ces dotations, elles sont mutualisées, c'est-à-dire que sur le compte personnel de formation du collaborateur, on n'aura pas une ligne qui va dire droit acquis et une seconde ligne abondement employeur. Il n'y aura qu'une ligne sur l'ensemble des ressources qui sont disponibles pour lui pour réaliser des actions de formation qui vont indiquer le montant total de ses droits acquis et de ses dotations. Alors, on a 4 types de dotations. La première, la dotation volontaire. La dotation volontaire, elle est liée à un projet. On a un projet de formation d'un collaborateur et l'entreprise va participer au financement d'un projet de formation défini. Pour ce faire, il va alimenter le compte du salarié ou des salariés. Dans le cadre de ce projet, mais attention, il va l'alimenter d'un point de vue général. On n'alimente pas dans une dotation volontaire, on n'alimente pas pour une action de formation. On alimente sur le compte des salariés qui va leur permettre de réaliser l'action de formation qui est prévue dans le projet. Le deuxième point, c'est des droits supplémentaires.
Donc là, on a un accord collectif qui est négocié entre les représentants du personnel et l'entreprise, qui va prévoir que sur tel type d'action de formation, il y a un abondement qui est mis en place. Et cet accord-là qui est signé, il va être transmis à la Caisse des dépôts, qui, elle, va pouvoir automatiser le fait que si j'ai un salarié d'une entreprise qui fait tel type de formation, l'abondement va pouvoir se mettre en place. Le troisième type d'abondement, ce sont les droits correctifs. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Lorsque je ne respecte pas mon obligation de formation des collaborateurs, d'une formation au moins tous les 6 ans, je dois abonder son compte de 3 000 €. C'est le droit correctif. Et je le transmets à la Caisse des dépôts pour que mon collaborateur ait un compte dont les ressources sont augmentées de 3 000 €. Et puis enfin, la dotation pour les salariés licenciés dans le cadre d'un licenciement pour refus de modification du contrat de travail, encadré par un accord de performance collective, je verse un abondement de 3 000 €. Donc on le voit dans ces 4 modalités de dotation, il y en a 2 qui sont des dotations volontaires, proactives par l'entreprise, et 2 qui sont plutôt correctives dans le cadre de non-respect du cadre ou de licenciement. Alors concrètement, comment ça marche? Sur la plateforme Mon compte formation, vous avez Mon compte formation salarié, vous avez Mon compte formation organisme de formation qui va s'appeler EDOF, et puis vous avez Mon compte formation portail financeur, sur lequel vous allez pouvoir attribuer des rôles, soit d'administrateur, soit de déclarant, attribuer une dotation, et cette dotation, elle va être individuelle à un de vos collaborateurs avec son numéro de sécu, ou elle va être collective, et là, vous allez pouvoir attribuer sur un fichier que vous transmettez à la Caisse des dépôts. Alors, le rôle d'administrateur et déclarant est important, et souvent on a des difficultés, ça pose problème dans les entreprises, entre les RH et les financiers et l'accès aux données. C'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement simple dans ces habilitations, et la plateforme n'offre pas une souplesse absolue. Alors, les conditions de réussite de la mise en œuvre d'un CPF qu'on construit, c'est d'abord la négociation. Il faut vraiment avoir une stratégie gagnant-gagnant. Si les représentants du personnel ou si les collaborateurs n'ont pas un intérêt à mobiliser leurs fonds personnels, ça ne marchera pas. Et il faut que vous aussi, entreprise, vous ayez un intérêt à le mettre en place. Donc ça demande du temps, ça demande de la pédagogie, ça demande de l'accompagnement. Mais c'est une des clés sur quelle est la cible, pourquoi ces formations, et qu'est-ce que ça va apporter aux collaborateurs si on a un accord sur ce type de formation-là. Il faut vraiment avoir une argumentation sur le fait que on aura plus de collaborateurs formés, que ce sont des formations certifiantes qui renforcent l'employabilité et qui justifient d'une compétence acquise et validée. Donc vraiment, cet aspect gagnant-gagnant, il est fondamental. Et puis, il faut cibler ces actions prioritaires. Quel type d'action de formation? Pourquoi ces formations en cofinancement? Quel avantage pour chacun, et notamment pour les collaborateurs dans une négociation ou pour les représentants du personnel. L'autre aspect, c'est que dans la négociation, il est fort probable qu'il faut accepter que la formation, elle se déroule pendant le temps de travail. Ça fait aussi partie du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si le collaborateur n'est pas dans un accord, il va faire la formation hors temps de travail et il va se la financer tout seul. S'il est dans un accord, il va pouvoir la faire
tout ou partie pendant le temps de travail. Ça dépendra de votre négociation. Donc, il a un avantage et il aura un cofinancement. Et donc, vous, si vous faites cet effort-là, il faut forcément que vous arriviez à cibler sur des formations qui sont stratégiques par rapport au développement des compétences, par rapport à votre stratégie de développement des compétences ou de montée en compétences des collaborateurs. Le troisième point, c'est qu'il faut vraiment mettre en place une communication importante auprès des collaborateurs avec une présentation du fonctionnement de l'application ou de l'offre sur mon compte formation, un accompagnement sur la création de l'identité numérique pour créer son site, à minima une information très détaillée, très didactique, mais si vous le pouvez, mettez en place plutôt un accompagnement en fonction des populations que vous avez, en fonction des collaborateurs. Si on veut de l'efficacité, il faut investir un petit peu de temps parce que le blocage, s'il y a blocage à identité numérique, derrière, vous n'aurez pas d'action de formation en cofinancement. Et puis, une présentation de la stratégie et du CPF sous l'angle gagnant-gagnant parce que aujourd'hui, les droits, ils sont en euros et le collaborateur, quand on va lui demander de mobiliser 1000, 1500, 2000 euros, c'est pas la même chose que de lui dire il faut mettre 100 heures ou 200 heures sur cette action de formation. Donc, il faut vraiment avoir un argumentaire sur l'intérêt pour lui. Si on veut que ça se déploie, en tout cas, c'est le retour qu'on a des entreprises, du peu d'entreprises qui a mis en place du CPF co-construit. Cette phase de communication, de pédagogie, d'accompagnement des collaborateurs est vraiment fondamentale si on veut que le CPF co-construit se déploie dans l'entreprise. Et forcément, si j'ai signé un accord avec les représentants du personnel, il faut les associer à la communication. Il faut que cette communication, elle soit relayée par eux le plus efficacement possible. Et puis derrière, faut doter les collaborateurs. On va verser sur le compte du CPF du collaborateur la ressource complémentaire qu'il peut mobiliser. Ou dans le cadre d'une action de formation précise, on va l'accompagner à choisir l'action de formation et puis on va faire un abondement pour qu'il ait les ressources pour s'inscrire sur cette action de formation. Et puis on l'a vu, l'abondement automatisé, c'est la liste de formation avec des critères définis que je transmets à la Caisse des dépôts. Et chaque fois qu'un de mes collaborateurs, puisque j'ai transmis aussi la liste des collaborateurs, un de mes collaborateurs veut s'inscrire à ces actions-là, il a un abonnement automatique. Donc, soit un abonnement automatisé, soit un abonnement au cas par cas, action par action, dans le cas d'abonnement individuel, soit une dotation qui abonde globalement le compte personnel de formation du collaborateur, avec sa possibilité à lui de choisir les actions de formation qu'il veut. Donc, globalement, d'abord, affichez clairement si vous êtes sur de l'abondement au cas par cas, il est vraiment important de définir les critères d'abondement, quelles sont les priorités, quelles sont les modalités, quels sont les critères de choix sur l'abondement. Plus vous serez clair, plus ça pourra se déployer. La difficulté du cas par cas, c'est que vous n'avez pas de visibilité sur quel budget ça va représenter pour vous. Le collectif, on est vraiment sur quelque chose de négocié, co-construit avec une vraie stratégie et un vrai intérêt. Et la condition de réussite de tout ça, c'est la négociation en amont qui va prendre en compte l'intérêt des deux parties et la communication. Alors, des exemples d'accords que je vous ai mis, je vous mets deux exemples. Un exemple de la Française des Jeux qui dit il cible forcément les formations certifiantes ou diplômantes, qui est quand même l'objet du CPF. C'est l'objet, même si on l'a vu,
dans le projet de décret qui a été suspendu, l'origine quand même de cet amendement, c'était de dire aujourd'hui on a trop de formations loisirs. Ça, c'était l'argumentation du gouvernement. Et il s'avère qu'il y a eu une analyse qui a été faite des actions de formation qui sont réalisées et qui ressort que plus de 70% des formations réalisées sont liées à un projet professionnel. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur du CPF loisir, on est quand même majoritairement sur du CPF lié à un projet professionnel. Ce qui explique aussi peut-être l'abandon du reste à charge. Donc, leur stratégie pour la Française des Jeux, ils demandent d'utiliser toute ou partie du CPF. S'il y a un reste à charge, ils abondent. Et quand il y a abondement, ils ont mis en place une clause de dédit sur 3 ans. Si le collaborateur part avant les 3 ans, il rembourse la partie abondée par l'entreprise. Et puis, une autre entreprise qui est l'Alstef, qui a ciblé sur des actions de formation, donc sur des thématiques langue ou bureautique, avec une formation pendant le temps de travail. Donc, sur ces thématiques, ils peuvent se former pendant le temps de travail. Et puis, autre possibilité sur des formations RNCP, longues ou coûteuses, avec un abondement proportionnel du reste à charge. Donc, on voit que, bon, voilà, ce sont 2 exemples. On n'a pas des milliers d'exemples à donner sur ce sujet-là. Mais à chaque fois, on voit que l'entreprise met en place un dispositif favorable pour le collaborateur et pour lequel elle a un intérêt parce qu'elle va retrouver des ressources complémentaires sur des financements publics, puisque le CPF, c'est du financement public et vous savez que les entreprises contribuent dans leur cotisation à l'alimentation du CPF. Et s'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de retour sur contribution. Voilà, sur une présentation synthétique de ce dispositif, je pense qu'on va passer. Voilà, synthétique mais très clair. Nous vous remercions infiniment, Monsieur Gay. C'était l'objet de ce webinaire. On se rend compte que le CPF co-construit est un dispositif qui est peu, voire pas connu. Voilà, donc peu d'entreprises l'utilisent aujourd'hui, peut-être par manque d'information, même si on sait que des entreprises comme Orange, Airbus, L'Oréal, BNP Paribas, etc., l'ont mis en place aussi auprès de leurs collaborateurs. Et puis vous avez également cité la Française des Jeux et l'Alcef. Cependant, finalement, on se rend compte que même les entreprises qui connaissent le dispositif se sentent, on va dire, peut-être freinées par peut-être la complexité administrative qui est assez contraignante. Ça, est-ce que vous savez s'il y a des choses qui sont faites pour que ça soit un petit peu plus allégé? Vous l'avez dit vous-même, hein, que c'était pas, même sur la plateforme, c'est pas forcément évident. Alors aujourd'hui, on a une volonté quand même de la Caisse des dépôts d'accompagner les entreprises sur cette mise en place, avec des guides, avec un interlocuteur quand il y a un accord. Il y a une mise en place vraiment fine des critères et donc il y a vraiment un interlocuteur dédié. Mais on reste sur des organisations, enfin c'est la Caisse des dépôts qui a un dispositif et leur démarche est de faire en sorte que le dispositif soit le plus automatisé possible, ce qui est plutôt une bonne chose. Ils ont une volonté aussi de simplification des choses, mais ça prend un petit peu de temps parce que c'est du développement informatique, c'est du retour d'utilisateurs. Et comme aujourd'hui, on n'a pas énormément d'utilisateurs, ils ont peu de retours. Ce qu'on constate, c'est quand même ce que vous avez dit, hein, ce sont les grandes entreprises aujourd'hui qui ont pris en main le co-construit, qui se le sont appropriés et qui ont dédié des ressources pour ça. Mais si elles le font, c'est qu'elles y ont un intérêt. Bien sûr. Clairement, et elles ont
la capacité à dédier des ressources pour en bénéficier, d'où l'importance quand même de diffuser l'information et de faire en sorte que les ETI des entreprises de taille intermédiaire ou un peu plus petites que celles qu'on a citées aient la capacité de mobiliser ces ressources. Et dans le cas de volonté de co-construit, je pense quand même qu'on a, de la part de la Caisse des dépôts, la volonté d'avoir un interlocuteur et de pouvoir avoir des échanges sur la mise en œuvre du dispositif. Est-ce qu'on sait, c'est pas une question piège, donc vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais c'est pas grave, mais est-ce qu'on a une idée de la durée moyenne des formations CPF suivies par les salariés? Je n'ai pas le chiffre, on a le montant en euros, mais Oui, dans le dernier rapport de France Compétences, on n'avait pas la durée. la Ce durée, qu'on oui. voit, c'est que 1800 euros en moyenne, 1300 d'actions de formation moyenne. On n'est pas sur des formations très longues. Bon, c'est une Mhm. moyenne, hein. Mais donc, on a une majorité de formations courtes. Après, quand on voit les actions de formation qui sont majoritairement réalisées, les trois Bah, c'est premières, ça. Langue, le bureautique, permis de conduire, langue bureautique oui. et puis l'accompagnement à la création reprise d'entreprise, nous ne sommes pas sur des actions de formation très longues. Donc ça veut dire que Mhm. quand même, comme on est sur une moyenne, on a un certain nombre d'actions de formation, et notamment RNCP, qui sont Mhm. beaucoup plus longues et qui font que... alors, j'ai pas le chiffre, non, j'ai pas le chiffre de la moyenne d'heures. C'était une question Et, piège. pardon, je n'aurais peut-être pas dû la poser. Vous avez cité, je sais plus si, oui, je crois que c'était la Française des Jeux, qui a accepté en fait la co-construction et donc un cofinancement pour les salariés si le salarié restait dans l'entreprise pendant 3 ans, je crois. Mm, Donc ça, c'est une clause effectivement de dédit. mm. Est-ce que ça ne va pas un petit peu à l'encontre de l'esprit quelque part du CPF, qui est quand même un moyen de maintenir son employabilité. Et employabilité ne veut pas dire forcément dans la même entreprise, mais justement son employabilité sur le marché pour peut-être évoluer par ailleurs. C'est une bonne question. Euh, L'esprit du CPF, c'est on attribue des droits individuels à chaque actif pour qu'il soit acteur de son évolution professionnelle et qu'il mobilise, qu'il développe lui de son initiative des compétences complémentaires pour progresser dans son entreprise, évoluer dans son entreprise ou changer d'entreprise s'il veut évoluer à l'extérieur de l'entreprise. Là, on a une deuxième marche qui est mise en place, qui est de dire, on va attribuer des ressources complémentaires aux collaborateurs pour qu'ils puissent faire plus vite des actions de formation plutôt que d'attendre 6 ans de capitaliser. S'il y a un cofinancement, l'entreprise va amener des ressources complémentaires. Donc, on est sur du co-investissement Mhm. partagé entre lui et l'entreprise, et donc un co-intérêt. Et on comprend bien aussi que l'entreprise, si elle abonde beaucoup et que tous ses collaborateurs partent, elle va arrêter d'abonder. C'est sûr. Donc, je pense que dans le cadre de la Française des Jeux, je pense qu'il y avait un sujet de turnover et qu'ils ont voulu sécuriser cet aspect-là. Mais par rapport à l'esprit, on est sur la deuxième marche du CPF, la première étant moi actif, je suis acteur de mon évolution professionnelle. Et la deuxième marche, c'est moi entreprise et toi actif, nous sommes conjointement acteurs et on a un intérêt partagé. Mhm. Mais on n'en voit pas souvent des clauses de dédiformation. J'ai mis l'exemple parce que c'était celui de Oui, la oui, non, Française mais des Jeux, j'avoue que oui, moi, ça m'a interpellée personnellement. mais c'est pas la majorité c'est pas la majorité des accords. Mm. Et puis, bah, écoutez, on va peut-être prendre une dernière question. Vous avez parlé d'entreprises qui abondaient beaucoup, ou plus ou moins. Est-ce que justement, il y a un plafond maximum d'abondement de la part des entreprises? Non, a priori, il n'y a pas de plafond d'abondement. Euh, c'est en fonction de l'accord et du sujet de la formation, hein, quand on est sur le différentiel entre une action de formation longue, par exemple, et puis les ressources du collaborateur. Mais il n'y a pas de plafond. D'abord, le collaborateur peut lui aussi abonder, hein. Aujourd'hui, avec sa carte bleue, il n'a pas besoin d'avoir une plateforme spécifique. Il est Mhm. sur Mhm. mon compte formation et avec sa carte bleue,
ils financent le delta. Donc on est sur la même démarche. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie encore pour cette intervention très claire, très structurée et qui, j'espère, vous aura tous permis de mieux appréhender effectivement cette notion de CPF co-construit et d'intérêt pour vous en tant qu'employeur et pour vos collaborateurs. Donc c'est vrai que le moniteur, lui, s'est lancé dans l'aventure CPF l'année dernière seulement. Et à l'origine de cette démarche, en fait, il y avait des demandes de plus en plus importantes et nombreuses de la part de nos clients, entreprises ou collaborateurs, qui souhaitaient pouvoir bénéficier d'une certification à l'issue de leurs actions de formation et d'une prise en charge financière. Mais on a surtout eu la demande d'une grande entreprise internationale de construction qui nous a sollicité pour un parcours de formation conducteur de travaux. Et donc, cela nous a incité à retravailler le cursus conduite de chantier que nous déployons depuis maintenant plusieurs années, ainsi que son module de validation des acquis, puisqu'effectivement, le CPF demande vraiment une validation des acquis très spécifique. Donc voilà, ce parcours est désormais certifiant, inscrit au répertoire spécifique. Donc un parcours co-construit donc, sur des demandes qui correspondaient à la fois aux besoins des collaborateurs et de la promotion que cet employeur souhaitait faire progresser. Donc notre approche a consisté en des modules relativement courts, hein, une dizaine de jours en moyenne, et des modules qui correspondent à une vraie montée en compétences pour les stagiaires sur des métiers très spécifiques. Donc Christophe l'a dit, hein, permis de conduire, bureautique, langue, ce n'est vraiment pas le domaine d'intervention du moniteur, mais nous avons vraiment choisi de nous concentrer sur des spécificités métiers. Il s'agit de métiers au fort potentiel, à la fois en termes d'employabilité, et puis en lien direct avec les attentes du secteur. Donc pour les apprenants, c'est une durée optimisée, une vraie reconnaissance des compétences acquises, et puis l'assurance d'être en adéquation avec, sur des métiers qui sont en perpétuelle évolution. Et puis pour l'employeur, c'est l'accès à des formations qui sont rares sur le marché, qui sont animées par les formateurs experts du moniteur et qui répondent en co-construction aux besoins globaux, voire réglementaires dans certains cas, de l'entreprise. Donc, vous le voyez à l'écran, voici les 3 premiers cursus qui sont éligibles au CPF. Donc, tout ce qui est conduite de travaux dans le bâtiment, tout ce qui est conduite de travaux dans le bâtiment, mais spécifique aux travaux publics, hein, puisque les obligations, la réglementation, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Et puis enfin, pour la maîtrise d'ouvrage, la gestion en projet BIM. Donc voilà, tout ça est disponible en intégralité et en détail sur notre site internet. N'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, il me reste à remercier de nouveau Christophe Gay pour cette intervention, à vous remercier à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis à vous donner rendez-vous prochainement pour un autre webinaire organisé par le département formation du moniteur. Très bon appétit à tous. Encore merci, Monsieur Gay. Merci et à à très vous. vite. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.